Le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan cet après-midi après Niamey au Niger où il a pris part au 3e sommet des chefs d'État du Conseil de l'Entente. Les travaux de cette conférence ont eu lieu autour de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines d'activité. Sur place en Côte d'Ivoire, plus de 229 000 candidats sont à la recherche du baccalauréat, ce diplôme qui ouvre les portes de l'enseignement supérieur. Ce lundi, les épreuves écrites ont démarré sur toute l'étendue du territoire. Investir dans les adolescentes, c'est le thème général de la 30e édition de la Journée mondiale de la population célébrée ce lundi 11 juillet. Et selon l'ONU, cette journée a pour objectif d'attirer l'attention sur l'urgence de la population. Et puis au Soudan du Sud, au moins 270 personnes ont été tuées dans les affrontements entre l'armée sud-soudanaise et les ex-rebelles dans la capitale Djouma. Des milliers de civils fuient les combats intenses pour se réfugier dans un camp de l'ONU. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir, bienvenue dans ce 20h. Dans une quinzaine de minutes, un dossier proposé par la rédaction, dossier consacré à l'explication du prix de la tomate sur les marchés qui ne cesse de varier. Alors pourquoi et comment cela s'explique-t-il? La réponse dans ce journal. Le président Alassane Ouattara est donc rentré cet après-midi de Niamey, la capitale nigérienne, où il a pris part au 3e sommet des chefs d'État du Conseil de l'Entente. Le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion par des autorités politiques et administratives du pays, président d'institutions de la République, le Premier ministre, le secrétaire général de la présidence de la République et des membres du gouvernement, comme vous le voyez sur votre petit écran. Et sur place donc à Niamey, les travaux de cette 3e conférence au sommet des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente ont eu lieu autour de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines d'activité. Nous vous proposons le compte-rendu de notre envoyé spécial au Niger, Viviane Aïmen. Alassane Ouattara, aux côtés de son homologue du Niger, Mahamadou Issoufou, dans la capitale nigérienne, pour cette 3e conférence au sommet des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente. Les pères fondateurs de celle qui est désormais la plus vieille institution sous-régionale ouest-africaine, créée en 1959 par le président Houphouët-Boigny et ses pairs du Niger, de la Haute-Volta, du Bénin, le Togo les a rejoints en 1966. Leurs successeurs de la 2e génération de chefs d'État, dont le président de la République Alassane Ouattara, ont entrepris d'en faire un véritable outil d'intégration sous-régionale. En 2011, dès sa prise officielle de fonction, l'un des premiers actes de solidarité sous-régionale du président de la République Alassane Ouattara a été l'adoption, avec ses pairs chefs d'État du Conseil de l'Entente, d'une charte pour la réorganisation de la vieille institution qui était en passe de mourir. Ce 3e sommet a été marqué par une vitalité retrouvée par le Conseil de l'Entente. Le président sortant de l'institution, Mahamadou Issoufou, qui a assuré l'exercice pendant 2 ans, a félicité le travail accompli par le secrétariat exécutif présidé par l'Ivoirien Patrice Kwame. Outre la réalisation de projets de développement, le Conseil de l'Entente se fixe aujourd'hui de nombreux autres défis, notamment dans le domaine de la sécurité au plan sous-régional et aussi au plan politique, par le renforcement de la démocratie au sein des États. Nous avons entrepris des initiatives visant à renforcer la coopération politique, la paix et la sécurité devant les graves menaces qui se posent à nos pays dans ce domaine. À cet égard, et conformément aux instructions que nous avons données à nos ministres, une proposition de décision instituant une réunion annuelle des ministres en charge de la sécurité et des frontières nous est soumise. Cette initiative est pertinente et conforme au contexte de notre sous-région. Nous n'avons d'autre choix que la mutualisation de nos forces et de nos moyens de défense et de renseignement. La stabilité de notre sous-région passe par la stabilité de tous les pays voisins. Au volet de la mobilisation des ressources pour le financement des projets de développement,
Un mémorandum d'entente a été signé entre le Conseil de l'entente et les ACP. Cheville ouvrière également de ce renouveau du Conseil de l'entente, le président de la République, Alassane Ouattara. Ça fait 3 ans, nous n'avions pas tenu de sommet, en 2014 et en 2015, en raison de l'évolution dans la zone. Là, nous sommes heureux de nous retrouver. C'est le 3e sommet depuis la redynamisation du Conseil de l'entente. Et je peux dire que notre organisme est sur les rails. Et nous sommes très heureux du travail qui est fait par le secrétariat exécutif, et nous particulièrement, puisque le secrétaire exécutif est notre concitoyen Patrice Kwame. Et je considère que cette organisation est un exemple. C'est la première organisation de son genre, puisqu'elle date de 1959. Après les 10 années de léthargie, les choses ont repris. Et donc c'est une organisation de confiance, de coopération, d'entente et de fraternité. Et nous continuerons d'aller de l'avant. Un autre signe de cette vitalité, plusieurs autres pays de la sous-région frappent à la porte de l'organisation. La Guinée, le Sénégal, le Mali. À ce titre, le chef de l'État malien, Boubacar Keïta, assistait à ce sommet en tant qu'observateur. Cette 3e conférence au sommet des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'entente a été donc sanctionnée par un communiqué final, extrait de ce communiqué proposé par notre envoyé spécial. La conférence des chefs d'État et de gouvernement a pris acte de la fin du mandat du secrétaire exécutif M. Patrice Kwame et de celui du secrétaire exécutif adjoint M. Issouf Issa, conformément à l'article 18 de la charte du Conseil de l'entente. La conférence des chefs d'État et de gouvernement a rendu hommage aux 2 responsables pour leur sens aigu du devoir et pour leur abnégation. À cet égard, la conférence a pris les mesures suivantes. 1. Reconduit au poste de secrétaire exécutif du Conseil de l'entente M. Patrice Kwame. Nomme M. Abdoulaye Mahamadou comme secrétaire exécutif adjoint du Conseil de l'entente. La conférence a exprimé sa profonde gratitude et rendu un vibrant hommage à son Excellence M. Issouf Mahamadou, président de la République du Niger et président en exercice du Conseil de l'entente, pour les initiatives prises et les avancées enregistrées par le Conseil de l'entente pendant son mandat. La conférence a adressé ses sincères remerciements à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour son soutien exceptionnel et déterminé au Conseil de l'entente. Enfin, la conférence a désigné unanimement son Excellence M. Faure Essozima Gnassingbé, président de la République togolaise en qualité de président en exercice du Conseil de l'entente pour une période de 2 ans. Voilà, rappelons qu'après les travaux de ce sommet de Niamey, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a regagné Abidjan cet après-midi. Autre actualité, le débat parlementaire autour du projet de loi relatif aux droits d'auteur et aux droits voisins, projet présenté par Maurice Kwaku Bandama. Le ministre de la Culture et de la Francophonie était ce lundi devant les députés de la Commission des Affaires générales et institutionnelles à l'Assemblée nationale pour défendre ce projet de loi relatif aux droits d'auteur et aux droits voisins. Ce projet vise à corriger toutes les insuffisances contenues dans la loi de 1996 relative à la protection des œuvres de l'esprit et aux droits des auteurs, des artistes, interprètes et des producteurs de phonogrammes et viogrammes. La nouvelle loi permettra, entre autres, d'apporter des innovations considérées comme majeures par le ministre sur le relèvement du niveau des sanctions en cas d'atteinte aux droits d'auteur et aux droits voisins. Voilà, merci donc à la réalisation. La ministre de la Communication était ce lundi au siège du groupe de presse Olympe. Afoussiata Bambalamine était également dans les locaux de Radio Espoir, média confessionnel catholique, et Alerte Info, un média en ligne. Cette tournée du premier responsable de la communication dans notre pays s'inscrit dans le cadre des prises de contact avec les acteurs des médias en Côte d'Ivoire. Le point avec Franck Kouadio. Une journée de travail pour David Yuan, président du réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire. Le secteur en proie à bien de difficultés. La loi de 2004 ne donnant pas de contenu juridique à la profession. On assiste aujourd'hui
à une floraison de médias numériques qui se crée dans l'informel. Donc tout cela engendre une certaine précarité. Cette visite du ministre de la Communication qui depuis 2013 fait le tour des rédactions pour s'imprégner des réalités arrive donc à point nommé. Dans les locaux d'alerte Info Média en ligne, principale préoccupation, l'appui de l'État, un appui cependant conditionné. Comment prendre en compte la presse en ligne? Encore faut-il que cette presse en ligne soit un organe de presse et qu'ensuite cette société soit déclarée dans le respect de toutes les règles liées évidemment à la création de la société, fiscalement, qu'elle respecte évidemment les règles de la République et qu'ensuite cette entreprise de presse étant un organe de presse soit pris en compte par le Conseil national de la presse dans le cadre de la régulation. D'un média à l'autre, Radio Espoir, un média confessionnel catholique. Ici, la direction souhaiterait bien un soutien pour l'amélioration des conditions de travail, l'outil informatique notamment. Au groupe Olympe, les responsables relèvent bien de préoccupations, entre autres l'impression 70% des charges, la distribution, le respect de la convention collective qui fragilise l'édifice, d'où l'aide de l'État pour un juste équilibre. Pour la tutelle, la situation est effectivement préoccupante. Il y a quelques solutions. Et nous avons permis aussi de booster effectivement l'aide que l'État apporte, subvention à ces organes. Et nous espérons que cette aide pourra vraiment les aider, notamment dans la subvention d'impression qui est l'une des charges les plus importantes pour les organes de presse papier. Madame la ministre, elle est vraiment consciente des problèmes qu'on rencontre et je crois qu'elle a la volonté vraiment d'être le porte-parole entre nous, les patrons de presse, et le gouvernement. Cette série de rencontres avec les acteurs de la presse a débuté ce lundi 11 juillet, va durer 3 jours. Voilà, et puis la commission paritaire d'attribution de la carte d'identité de journalistes professionnels et de professionnels de la communication informe l'ensemble des professionnels des médias de l'ouverture prochaine de la session de délivrance de la carte d'identité professionnelle au titre de l'année 2016-2017. En conséquence, elle invite les personnes concernées à déposer leur demande d'attribution et de renouvellement de la carte d'identité professionnelle auprès du secrétariat permanent de la commission au ministère de la Communication. C'est à la cité administrative, à Tour C. Date d'ouverture du dépôt des demandes, ce jeudi donc 14 juillet, et date de clôture le lundi 15 août 2016. Je vous l'annonçais dans les titres, plus de 229 candidats sont à la recherche du baccalauréat, ce diplôme qui ouvre les portes de l'enseignement supérieur. Et ce lundi, les épreuves écrites ont démarré sur toute l'étendue du territoire. Lycée Sainte-Marie de Cocody ce lundi matin. Peu avant le démarrage des épreuves écrites du baccalauréat session 2016, des candidats révisent leurs leçons quand d'autres se laissent gagner par le stress. C'est vrai qu'il y a le stress, mais tout comme fait, on affrontera ça avec dignité. Enfin sonne le top départ des épreuves. La ministre de l'Éducation nationale est là, en compagnie de sa collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et d'autres structures œuvrant dans le domaine de la formation et de l'éducation. Les deux ministres ont visité quelques centres d'examen. Objectif, voir si tout se passe bien et encourager les candidats à l'excellence. Tout se déroule très bien. Les membres du secrétariat sont en place. Les surveillants sont dans les salles. Les candidats sont aussi là. Nous sommes aujourd'hui en train de faire la dernière évaluation. Je souhaite que tous soient admis. Aux élèves qui vont devenir bientôt nos étudiants, nous les attendons, nous leur souhaitons plein succès. C'est eux qui vont contribuer donc au développement de la Côte d'Ivoire, à l'émergence à l'horizon 2020. Plus de 229 000 candidats composent pour l'accès à l'université et grandes écoles. Pour cette première journée, l'épreuve de français est jugée abordable. Nous pouvons dire que les sujets sont abordables. Pour un élève qui a suivi une bonne année scolaire, qui allait régulièrement au cours, il n'y a pas de raison pour qu'il ne s'en sorte pas. Autre fait marquant au cours de cette visite, la présence d'un candidat âgé de 58 ans. Il est artiste-comédien. On ne finit jamais d'apprendre. Il est important pour moi d'obtenir ce bac parce que quelqu'un qui a embrassé une carrière, d'avoir un diplôme inhérent à cette carrière-là. Il n'y a pas d'âge pour avoir un diplôme, chose appréciée par la ministre de l'Éducation nationale. Il est artiste, comédien confirmé.
mais il a décidé d'avoir son baccalauréat pour évidemment améliorer ses connaissances et puis pour progresser dans la vie. Pour cette première journée, les candidats ont composé en français et en histoire géo. Plus de 11 000 candidats affrontent ces épreuves écrites du baccalauréat dans la région de Gbeke. Rendons donc sur place à Bouaké pour suivre l'ambiance qui a prévalu ce matin avec Kader Sogodogo. Épreuve de français, 3 sujets au choix. C'est par cette matière que les 11 834 candidats de la région de Gbeke répartis dans 21 centres ont débuté le baccalauréat session 2016. Dongo Virginie, agent de santé, est à la recherche de ce premier diplôme universitaire pour une promotion professionnelle. J'ai décidé de passer le bac en candidat clé pour compléter mes diplômes, pour évoluer dans mon travail. Je recommande ça à plusieurs personnes parce que dans la vie, on ne finit pas d'apprendre. De l'Institut Wenzen Koulibaly au lycée moderne Nembo, en passant par le lycée moderne TSF, toutes les dispositions sont prises pour une bonne tenue de cet examen. Autorités administratives et éducatives sillonnent les centres pour s'assurer du respect des consignes. J'ai eu à visiter l'ensemble des centres d'examen de Bouaké. Je me suis rendu compte que tout est en place. Depuis 4 ans, des efforts sont consentis pour faire du baccalauréat ivoirien un précieux sésame dépouillé de toute subjectivité. C'est la méfiance à l'égard des montres à cadran rectangulaire susceptibles de recevoir des téléchargements. C'est toutes les précautions pour que nos évaluations soient des évaluations propres et qu'à l'avenir, nos parchemins soient des parchemins crédibles. Les présidents du jury vérifient si les candidats et les surveillants sont tous présents. Il se passe bien, les enfants sont dans les salles, ils se focalisent sur leur sujet, ils sont en train de plancher. Pour permettre aux candidats de préparer les épreuves du jour suivant, les épreuves écrites du baccalauréat session 2016 se tiennent que les matins. Sur toute l'étendue du territoire national, ce sont 229 693 candidats repartis dans 392 centres d'examen. La proclamation des résultats est prévue le 29 juillet. Comme Kader l'a dit tout à l'heure, ce sont plus de 229 000 candidats qui affrontent depuis ce matin les épreuves écrites du baccalauréat session 2016. Thérèse Tapeyoboué a suivi le déroulement de ces épreuves écrites dans les régions de San Pedro et de Tiasalé. Son constat en images. À San Pedro, ce sont 4 914 candidats, toutes séries confondues, qui ont débuté les épreuves du baccalauréat 2016. Pour la présidente du centre, rien n'a été négligé pour le bon déroulement des épreuves. Même le scellé des enveloppes a été vérifié par une candidate. Nous avons mis tous les moyens à la disposition des acteurs et depuis 15 jours, nous avons commencé les épreuves. Tout s'est bien passé, ça se déroule très bien. La lutte contre la tricherie a été renforcée, selon le président du jury, et les sujets jugés abordables par les candidats. Pour l'instant, je n'ai pas encore fini de lire, mais je crois que ça va aller. C'est acceptable. Pour lui permettre de composer en toute quiétude, le bébé de 2 mois d'une candidate a été pris en charge par les examinateurs. 10 centres d'examen accueillent les candidats de la région de San Pedro. C'est le préfet Jules Guessé qui a donné le coup d'envoi des épreuves dans la région de Tiasalé. Il a demandé aux candidats et aux surveillants de faire en sorte que la session 2016 se déroule normalement, contrairement à celle de l'année dernière. Aux 690 candidats de Ndoussi, il a demandé de faire le deuil de la tricherie. Puis la délégation du préfet s'est rendue au lycée moderne de Tiasalé pour s'imprégner du bon déroulement du baccalauréat et encourager les candidats à travailler dans des conditions de transparence et d'équité. Voilà, rappelons que les résultats du baccalauréat de l'année dernière, 2015, publiés par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, donnent plus de 81 000 admis sur 205 000 candidats, soit plus de 39% contre 36% l'année surpassée 2014. Un taux d'admis en net progrès par rapport donc
à 2014, un taux de réussite en hausse de plus de 3% en 2015. L'année dernière, comme le montrent les statistiques. Merci une fois encore la réalisation. Les résultats de cette session 2016 seront publiés avant la fin de ce mois de juillet. Les résultats du bac et ceux du BEPC seront proclamés à partir de demain, mardi. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a visité ce week-end le site de construction de la future université de Mans. Ramata Ly Bakayoko était accompagné du ministre des Affaires étrangères, Albert Mabry-Touakeus, fils de la région. Les premiers étudiants sont attendus pour 2016-2017, la prochaine rentrée académique. Reportage F. Bouy. Site de construction de l'Université de Mans, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Bakayoko Ly Ramata, en compagnie de son homologue Albert Touakeus Mabry, ministre des Affaires étrangères et fils de la région, effectuent une visite des lieux. Ils sont à l'intérieur d'un amphithéâtre en finition de 530 places. Amphithéâtre, salle de travaux dirigés et de travaux pratiques, bâtiments administratifs, logements d'étudiants, restauration. Les travaux de la future université de Mans affichent un taux de réalisation de 40% selon le Bennett, maître d'œuvre. De ce fait, cet établissement pourrait accueillir ses premiers étudiants dès la rentrée 2016-2017. Nous avons visité les infrastructures académiques. Il y a un amphithéâtre qui sera prêt en septembre, et un bâtiment pour les travaux dirigés, et il y aura aussi le bâtiment administratif. Et pour les infrastructures sociales, il y a le restaurant qui sera prêt, et aussi il y a un bâtiment pour loger 500 étudiants à peu près. Donc ça va permettre de démarrer. Un démarrage de cours déjà pensé à l'avance. Nous avons déjà mis même une équipe pédagogique qui a commencé à concevoir les cours en ligne, qui a commencé à concevoir les maquettes pédagogiques. C'est une université qui émane plutôt de la vision du président de la République de doter chaque région d'universités performantes et en formant des ressources humaines en fonction des potentialités de la région. Et justement, élus et cadres promettent accompagner le gouvernement pour le développement local. Nous nous engageons à accompagner l'université pour en faire une vraie université citoyenne, faire en sorte que la plateforme que l'université constituera pour le développement régional bien soit une plateforme que nous animons tous. L'université de Mans est bâtie sur un site de 332 hectares et à ce jour, seuls 130 hectares sont aménagés. Selon le programme de décentralisation des universités PDU, la future université de Mans a une réserve foncière sur laquelle sera installé à long terme un centre hospitalier universitaire avec une petite faculté de médecine. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce volet consacré à l'éducation nationale, à l'enseignement supérieur. Investir dans les adolescentes, c'est le thème général de la 30e édition de la Journée mondiale de la population célébrée ce lundi 11 juillet. Et selon les Nations Unies, cette journée a pour objet d'attirer l'attention sur l'urgence, mais surtout l'importance des questions liées à la vie des populations dans le monde. 48% des filles en Côte d'Ivoire n'achèvent pas le cycle primaire et le taux de scolarisation de cette frange de la population représente en moyenne 82,1% contre 93,7% chez les garçons, selon le ministère de l'Éducation nationale. La situation des adolescentes préoccupe les Nations Unies. Le 11 juillet de chaque année est dédié à la population. Pour cette 30e édition, le thème général est « Investir dans les adolescentes ». Au plan international, des actions en faveur de l'éducation des filles ont permis de réaliser d'importants progrès. De 2000 à 2015, la proportion de filles non scolarisées a reculé de 58 à 53% dans les pays en développement. La Côte d'Ivoire a également fait des efforts pour l'autonomisation de la jeune fille. La célébration nationale de la Journée mondiale de la population édition 2016 aura lieu à Korogo dans le nord du pays autour du thème « Investir dans l'éducation et la santé des adolescentes pour l'atteinte du dividende démographique ». On en vient maintenant au dossier de ce 20h, le grand angle, la réponse à cette question. Pourquoi le prix de la tomate ne cesse de varier sur le marché, sur nos marchés? Pourquoi et comment cela s'explique-t-il? La réponse avec Alexis Ouedraogo.
Angré, quartier populaire de la commune de Cocody à Abidjan. Ce matin, rendez-vous dans un restaurant couru, réputé pour son poisson et ses assaisonnements. Sur le coup de midi, la livraison la plus attendue de la journée, la cargaison de tomates quotidienne du restaurant. Une arrivée sur laquelle veille Henriette Touré, propriétaire du restaurant depuis plus de 25 ans. On a eu, là il nous a dit 50 kilos. Hein. Où est la balance, Anissé? Depuis quelques semaines, Henriette porte une attention toute particulière aux tomates qu'elle reçoit. Le prix de cet ingrédient clé de sa cuisine connaît d'importantes fluctuations, des prix qui varient du simple au quintuple en fonction des arrivages. En temps normal, on a 400 francs le kilo, non? En temps normal, quand il y a de la tomate. Aujourd'hui, ben, ça a quand même baissé. On est à 1000 francs le kilo, prix de gros ce matin. Ce matin, il y a 2 semaines, on était à 2500, c'est ça? Il y a 2 semaines, on était à 2500, mais là, maintenant, voilà. On va essayer de déballer. Chef, venez trier ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon. Vous avez 2 paniers, vous triez ce qu'on peut utiliser et ce qu'on ne peut pas utiliser. En salade, hein? Au tri, un peu plus de la moitié des tomates reçues sera jugée inutilisable pour les crudités. Henriette les exploitera donc pour ses sauces et autres bouillons. Quant aux salades et autres garnitures, désormais, plus que quelques morceaux de tomates dans les plats des clients. Quand c'est comme ça, le client vous dit ah, nous, on veut beaucoup de tomates, non, il n'y a pas assez de tomates dans les oignons, on ne peut pas. Si vous êtes parti de 400 francs le kilo et aujourd'hui vous vous retrouvez à 1000 francs, il y a 2500 il y a 2 semaines, vous ne pouvez pas. La quantité de tomates qu'on utilisait pour un poisson était de 3 tomates. Maintenant, on met une tomate et même parfois, on met une tomate et demie pour 2 poissons. Et le client, il dit, ah, il n'y a pas assez de tomates, il n'y a que les oignons, on ne peut pas faire autrement, on est obligé de servir comme ça. Nous, on ne va pas perdre. C'est vrai que le client, il se plaint, mais on dit, ah, il n'y a pas de tomates, toi, tu sais. Et lui aussi, il sait qu'il n'y a pas de tomates parce qu'à la maison, il ne mange plus de tomates. Pour comprendre cette valse des prix, aux aurores, direction le marché de la gare d'Adjamé. C'est l'un des principaux centres d'approvisionnement des grossistes, des revendeurs ou des revendeuses d'Abidjan comme Elisa dans ce commerce depuis 10 ans. Sa cible ce matin, ce carton de tomates de premier choix. Il m'a dit 700, il ne diminue pas, mais je vais prendre ça quand même pour partir. 700 francs le kilo le 30 juin, alors qu'une semaine plus tôt, le 23 juin, il était de 42% plus cher et de 257% encore plus onéreux le 8 juin. Pourtant, en janvier dernier, le kilo de la tomate n'était qu'à 547 francs CFA. Pour nous expliquer cette variation brutale des prix, un homme incontournable sur le marché de la tomate. L'un des 6 super grossistes qui règnent à Abidjan, achetant des cargaisons entières et fixant librement les prix selon leurs critères. Chacun fixe le prix en fonction de sa tomate, en fonction de sa qualité. Et puis en changeant des choix. Tu peux avoir premier choix, moi je n'ai que des deuxièmes choix. Donc si tu me dis, ma tomate est 1000 francs, qui est du premier choix, moi je laisse les deuxièmes choix, je te dis quoi? C'est 800, 900, c'est 900. Au lever du jour, nous retrouvons Elisa dans les allées du marché Gouro d'Adjamé. Avec ses tomates achetées un peu plus tôt le matin, elle est heureuse que les prix aient un peu baissé. Mais dès que les prix augmentent, ses marges diminuent, ses ventes aussi, comme il y a encore quelques semaines. Au moment où les prix étaient très hauts, on prenait la tomate souvent à 1800, 1700, on en a à 2000 francs le kilo. Mais les femmes se plaignaient, elles trouvaient que c'était trop cher. Et nous-mêmes, ça nous fatiguait. Les paysans disent que cette année-là, il n'a pas plu. Il n'a pas plu. Donc c'est ce qui a fait que la tomate n'a pas réussi. Une sécheresse du début d'année 2016 qui a détruit jusqu'à 3320 hectares, notamment dans la région du Béquet, un des principaux foyers de production de tomates. Nous partons à une quarantaine de kilomètres de Yamoussoukro, au village de Ngata Dolikro. Ici, grâce à une retenue d'eau, la sécheresse a moins frappé les champs de tomates. Mais malgré la présence de cette eau à proximité, Siméon, président des jeunes planteurs de la région, a subi d'importantes pertes. Sans eau, les sols sont plus durs et moins productifs. La terre n'est pas riche. Donc il nous faut des produits pour pouvoir bien faire la production. Si nous n'avons pas de produits, on ne peut pas le faire. Parce que c'est dur.
La problématique du yo-yo du prix de la tomate sur le marché ivoirien pourrait donc se résumer en 3 points clés: la sécheresse, la dégradation des sols, mais aussi l'inorganisation de la filière. Voilà, c'était donc le dossier de ce 20h avec Alexis Ouedraogo. Actualité à l'étranger, au Soudan, au moins 270 personnes ont été tuées dans les affrontements entre l'armée sud-soudanaise et les ex-rebelles dans la capitale Juba. Des milliers de civils fuient les combats intenses pour se réfugier dans un camp de l'ONU pour mettre fin aux combats qui durent depuis jeudi dernier. Le Conseil de sécurité de l'ONU a sollicité l'aide des pays de la région en leur demandant des casques bleus supplémentaires. Et puis, fin donc de ce journal, rappelons tout simplement que le président Alassane Ouattara est rentré cet après-midi de Niamey, la capitale du Niger, où il a pris part au 3e sommet des chefs d'État du Conseil de l'Entente. Le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion par des autorités politiques et administratives du pays. Merci donc à la réalisation, comme vous voyez sur votre petit écran. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI 1 et portez-vous bien.